Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 5, le réseau Soukar. Des notables impliqués dans l'industrie de la pédopornographie. Lydia Cacho est une journaliste comme il en existe trop peu. Cette Mexicaine a choisi un sujet sensible, la pédopornographie et la traite des femmes et des filles. Elle a en plus désigné les coupables. Cela lui a valu de goûter à la torture dans une prison locale. Le monde assiste à une recrudescence des réseaux qui pratiquent l'enlèvement, la vente et l'exploitation des femmes et des petites filles, ces mêmes phénomènes qui en théorie devaient éradiquer l'esclavage l'ont en fait renforcé, écrit-elle dès l'introduction de son livre traduit en français, je cite, Trafic de femmes, enquête sur l'esclavage sexuel dans le monde. Et d'ajouter, cette culture qui encourage la chosification des êtres humains se fait passer pour libérale et progressiste. C'est bien là le piège. Combien d'adolescentes pensent que le seul moyen d'être valorisée est de ressembler à une actrice porno ? La culture machiste dans laquelle on baigne, même si c'est un peu moins fort en France qu'au Mexique ou au fin fond du Congo, normalise cette utilisation mercantile et sexuelle des plus faibles, les femmes et les enfants. Et de rappeler qu'aucun gros contrat ne se négocie sans recours à la prostitution, qu'il s'agisse des ventes d'armes ou de la vente de drogue. Dans ce livre, Cacho montre comment le trafic de femmes, d'enfants, de drogue et d'armes est lié. On constate par exemple que le trafic de femmes n'a fait qu'augmenter en Irak et en Afghanistan après l'arrivée des mercenaires américains et anglais. On se souvient aussi des bordels géants et du marché aux esclaves à ciel ouvert près du camp US Bondsteel au Kosovo pendant la guerre. De Pattaya, village côtier de Thaïlande transformé par les GI en énorme bordel où on vend aussi bien des mineurs que des femmes aux touristes de passage, on pourrait continuer cette liste pour toutes les guerres, puisqu'en temps de guerre, il faut que les soldats aient le moral. Lydia Cacho parle de fillettes enlevées dans les orphelinats en Roumanie, pour échouer dans des maisons closes en Turquie, où nombre de riches occidentaux viennent satisfaire leur libido, notamment des Norvégiens et des Suédois, où les clients de prostituées sont poursuivis. Des réseaux, des mafias, les font venir et leur fournissent de faux papiers. Elle parle de la Palestine, largement occupée par les Israéliens et totalement sous contrôle, où des ONG dénoncent l'augmentation des enlèvements de jeunes à des fins d'exploitation sexuelle ou même de vente d'organes. Le réseau de la Jet Set. Fin 2003, Lydia Cacho, qui dirigeait un refuge pour femmes victimes de violences à Cancún, donc au Mexique, le CIAM, accueillait 2 gamines, disant avoir été violées par un hôtelier appelé Jean Choucar, depuis leurs 8 et 9 ans. C'est en remontant le fil de cette affaire que Lydia Cacho est tombée sur un réseau de pédophiles puissant et très bien organisé. Tellement qu'ils sont encore impunis aujourd'hui et que c'est Cacho qui a dû quitter le pays en 2012. Il faut préciser que Cancún est une ville créée de toutes pièces il y a une trentaine d'années pour devenir une station balnéaire géante à destination des touristes américains. Il y a énormément de gros hôtels et beaucoup de gens venus des campagnes pour y travailler. Cacho a donc enquêté sur Succar, ce qui l'a amené au Brésil, au Venezuela et même en Espagne, où son réseau de pédopornographie avait des ramifications. Succar se rendait aussi régulièrement en Californie, à Los Angeles, à Las Vegas, à Hong Kong. Une fois qu'il avait des gamines sous sa coupe, il les forçait à lui en ramener d'autres. Ou bien il allait carrément les chercher, par exemple, au Salvador, pour les amener dans un autre pays, comme les USA. À Cancún, où il est arrivé au milieu des années 80, il était ami avec un fonctionnaire responsable des douanes à l'aéroport de Cancún, puis a été ami avec un directeur de l'aéroport de Mexico. Parmi ses proches, il y avait aussi Alejandro Góngora, responsable de l'office des migrations à Cancún. Son truc, c'était de filmer les relations sexuelles entre enfants et adultes et de les diffuser contre monnaie sonnante et trébuchante. Il existe même une vidéo où on le voit pendant que des enfants ont des relations sexuelles. D'ailleurs, quand la femme de Succar a fait sortir cette vidéo, il a été lâché par ses avocats. Plusieurs vidéos pédopornographiques réalisées par Succar ont été saisies lors de l'enquête et montraient des jeunes de moins de 13 ans dans les rapports sexuels avec Succar. Certaines ont été tournées dans des villas de l'hôtel Solimar. Selon Lydia Cacho et des anciens avocats de Succar, il serait au cœur d'un réseau international de pédopornographie et de trafic d'enfants, très bien implanté dans la plupart des États du Mexique et aurait fait à lui seul plus d'une centaine de victimes.
Selon le DIF, une institution publique chargée de la protection des familles, plus de 18 000 enfants seraient concernés par le réseau Sucar à travers le monde. Mais attention, ce ne serait que le deuxième dans le pays, après un autre, basé dans la région de Tijuana, à la frontière américaine. C'est dans cette ville de maquiladoras gigantesque qu'un véritable féminicide, comme le disent les Mexicains, est en cours depuis près de 20 ans. Et ce réseau aurait sous sa coupe autour de 250 000 mineurs. Ces réseaux exploitent ces mineurs et diffusent de la pédopornographie qui rapporte beaucoup d'argent. Parfois les gamins sont payés, parfois non. Dans l'affaire Sucar aussi, certaines victimes se sont miraculeusement rétractées, puis ont reconfirmé les faits qu'elles avaient dénoncés. Quant à Lydia Cacho, elle a été suivie par des types et a reçu immédiatement des menaces et a dû prendre des précautions. Suite à la publication en 2004 du livre Los Demonios del Edén, les démons du paradis, qui reprend cette enquête, Cacho a été poursuivie par le roi du textile Kamel Nassif, qu'elle avait dénoncé. Elle a été arrêtée illégalement par Mario Marin, le gouverneur de l'État ultra corrompu de Puebla, et envoyée illégalement en prison où elle a subi des simulacres de mise à mort. Peu après, la presse a diffusé une conversation téléphonique entre Marin et Nassif, au cours de laquelle ils s'organisaient justement pour la faire arrêter et la faire violer, pourquoi pas. Et les enfants de Sucar, aujourd'hui, parlent de complot contre les intérêts familiaux qui a pour but de les spolier de toute la richesse de leur père. Ils devaient peut-être se rappeler de la manière par laquelle Sucar a constitué son empire avant de jouer les vierges effarouchées. Les connexions. Nassif, qui possède un agenda mondain des plus fournis et compte parmi les businessmen les plus en vue du pays, traînerait aussi dans le trafic de drogue et d'armes, et bien sûr le blanchiment d'argent. Il faut savoir qu'au Mexique, les entrepreneurs, les politiciens et la mafia sont souvent les mêmes personnes, notamment dans la région de Cancún où les scandales de corruption se succèdent au même rythme que les fusillades et les meurtres divers et variés. Nassif possède un véritable empire du textile, avec des succursales à Hong Kong et aux États-Unis. Il collaborait avec une famille française puissante, les Guèze, propriétaires de la marque Sasson Jeans dans les années 80. Parmi ses proches, il y a les ex-présidents Ernesto Zedillo, président de 1994 à 2000, et Vicente Fox de 2000 à 2006. Tous deux élus grâce à des élections truquées et dont il a financé les campagnes, bien qu'ils soient des deux partis différents. Fox s'est par exemple bien gardé d'embêter Marine lors de l'arrestation illégale de Lydia Cacho. En outre, Nassif a poursuivi Cacho pour diffamation, mais heureusement il a perdu. Nassif est également proche de moult gouverneurs d'État, dont Marine à Puebla, où Nassif possède des maquiladoras, et aussi de Vicente Fox, le président en exercice au moment où le scandale a éclaté. En échange, ces politiques l'aident à construire ses usines et à obtenir des subventions et autres déductions fiscales, tout en fermant les yeux sur les malversations et autres délits. Kamel Nassif et Jean Sucar faisaient partie du même réseau. L'une de leurs victimes a expliqué que Sucar se mettait en relation avec des mineurs aux USA pour les procurer à ses amis, dont Nassif, qui serait donc un amateur d'enfants. Certains faits se sont donc produits dans l'hôtel Solimar, propriété de Sucar à Cancún, saisi par les autorités en 2012. Lui a été arrêté en Arizona en 2004 et devait être extradé au Mexique pour, entre autres, du blanchiment d'argent. Khoury est aussi amateur d'adolescentes. Il a rencontré sa femme quand elle avait 15 ans. Il passait la moitié du mois à Cancún et l'autre moitié à Hong Kong, Las Vegas, en Californie. Toutefois, comme au Vatican, la majorité sexuelle hétérosexuelle est fixée à 12 ans. Dans ce petit monde, tout le monde se connaît et tout le monde se file des coups de main. On constate, comme chez nous dans l'affaire Baudis, l'affaire Allègre à Toulouse, ou celle des disparus de Lyon, Émile Louis, Claude Dunant, que toute la classe politique et le monde du business ont défendu leurs congénères. Vous pouvez avoir des précisions sur ces deux affaires dans d'autres articles de podcast de cette série. Reprenons. Kamel Nassif est encore défendu bec et ongle, même si ce n'est heureusement plus le cas pour Sucar. En 2008, une déléguée des droits de l'homme de l'ONU est venue faire le point au Mexique au sujet des réseaux de pédopornographie. Elle a constaté que les victimes n'avaient pas accès à la justice, que les médias étaient tenus par des proches du pouvoir, et que les assassinats de journalistes continuent sans entrave.
Dans un tel contexte, le même qu'en France où on se targue d'expliquer la démocratie aux autres, on comprend que l'impunité est de mise. Et que Succar sera certainement le seul à porter le chapeau, car il est plus que grillé. Cette déléguée a aussi compris que Kamel Nassif protégeait Succar. Aujourd'hui, Lydia Cacho a dû quitter le Mexique. Elle a subi de nouvelles menaces, des tentatives de meurtre, un emprisonnement inique, et les autorités semblaient incapables de la protéger efficacement malgré une protection policière. D'un autre côté, le Mexique semble avoir un peu sévi. En 2011, Jean Succar a été condamné à 112 ans de prison pour abus sur mineurs et pédopornographie, ce qui était sans précédent. Succar a été condamné suite à la dénonciation de Lydia Cacho dans son livre en 2005. Mais apparemment, il a servi de fusible, car il est le seul à avoir été condamné parmi tous les politiciens et les entrepreneurs cités dans cette affaire. Et les choses n'ont pas été simples. Succar a été protégé par Nassif, il y a eu de fortes pressions pour que Succar ne soit pas extradé vers les États-Unis. Quant aux victimes, la plupart ont bien compris qu'il valait mieux se taire. Celles qui ont parlé ont été fortement malmenées par la justice, de manière assez visible, pour que le message passe à toutes les autres. Deuxième partie, actualisation d'avril 2019. L'État s'excuse pour avoir torturé une journaliste qui a osé dénoncer un réseau pédophile VIP. Après des années de combat, une journaliste mexicaine, Lydia Cacho, vient d'obtenir des excuses publiques de la part de l'État mexicain pour les persécutions qu'elle a subies après avoir dénoncé un réseau pédophile impliquant des VIP, des notables, qui produisaient aussi de la pédopornographie. C'est l'ONU qui a fait pression et l'enquête judiciaire rebondit dans la foulée. En 2005, Lydia Cacho a publié son livre sur une enquête qu'elle avait démarrée quelques années plus tôt en 2003. Donc Los Demonios del Eden, portait sur l'exploitation sexuelle d'enfants dans l'état du Quintana Roo au sud du pays. Un état touristique de la péninsule dont la capitale est Cancún et qui est particulièrement touché par la corruption et les liens entre entrepreneurs, politiciens et narcotrafiquants. Incroyable, l'ONU oblige le Mexique à réagir. Très vite après le signalement des faits à la justice, des fuites ont été organisées dans les médias et les types qu'elle avait accusés nommément ont entamé une campagne de presse contre elle et contre les victimes qui avaient osé parler. La journaliste a subi diverses pressions judiciaires et médiatiques et a même été arrêtée illégalement par des gros bras, mais avec la caution d'un procureur, durant plusieurs jours. C'est à tel point qu'en 2018, le Comité des droits de l'homme contre l'ONU a demandé au Mexique de réparer les dommages liés aux graves violations des droits de l'homme qu'elle a subies durant des années et de poursuivre les coupables. Par ailleurs, l'ONU a demandé la révision des lois qui permettent les procédures pour diffamation et calomnie et qui ont été lancées contre elle et ses sources. Autant dire que c'est une première internationale. Peu après avoir publié son livre en mai 2005, Lydia Cacho a été emmenée dans une camionnette, transportée durant 20 heures, au cours desquelles elle a été menacée de mort et détenue illégalement pendant une dizaine de jours. En février 2006, des enregistrements des conversations d'un des entrepreneurs qu'elle visait, un patron d'entreprise textile d'origine libanaise dénommé Kamel Nassif Borge, ont été diffusés par un média. Dans l'une d'elles, il félicitait carrément Mario Marin, le gouverneur de l'État de Puebla, près de Mexico, membre du PRI, le parti dominant, le Partido Revolucionario Institucional, qui n'est pas du tout révolutionnaire, pas plus révolutionnaire que notre parti socialiste n'est socialiste pour avoir arrêté Cacho. Si elle s'en est sortie, c'est parce que son compagnon, qui était le directeur d'un des plus grands quotidiens du pays, El Universal, et ses amis journalistes se sont démenés. C'est seulement après que l'affaire ait fait la une des 20 heures et de plusieurs chaînes nationales et locales qu'un juge a ordonné la libération de Lydia Cacho. En 2007, la Cour suprême a déclaré que les violations des droits dont elle a été victime n'étaient pas si graves que cela. L'enquête de Lydia Cacho. Lydia Cacho était une journaliste déjà connue, qui dirigeait depuis des années un centre pour les femmes victimes de violences. Quand elle a commencé à enquêter sur les déclarations de deux fillettes qui expliquaient être victimes de violences sexuelles commises dans le cadre du réseau, c'était au début des années 2000. Elle a remonté le fil et compris que ce réseau était bien organisé, qu'il produisait de la pédopornographie et que parmi les abuseurs, il y avait des politiciens et des entrepreneurs très en vue. Elle a découvert des ramifications de ce réseau basé à Cancún, jusqu'en Espagne, aux États-Unis, au Brésil, au Venezuela. Cancún est une ville balnéaire qui reçoit des flots de touristes du monde entier, particulièrement des USA,
un lieu très propice pour la prostitution et la débauche. Le moteur du réseau était un riche patron d'hôtel, Jean Succar, un Libanais naturalisé mexicain qui était proche du directeur de l'aéroport de Mexico et d'un haut fonctionnaire des douanes, ami de Kamel Nassif, et pouvait carrément aller chercher de nouvelles victimes à l'étranger en avion sans être embêté. Succar produisait de nombreux films pédopornographiques puisqu'il filmait les viols et les orgies. D'ailleurs, cela lui permettait également de menacer les victimes, de montrer cela à leur famille. En 1998, Succar avait récupéré une fillette de 3 ans, qui était devenue sa principale victime, et lui a servi d'appât pour attirer d'autres mineurs par la suite. Et déjà en 2003, 3 cassettes pédopornographiques sur lesquelles Succar était identifiable ont été retrouvées dans un de ses hôtels à la suite d'une perquisition pour une affaire de fraude fiscale. Quelques mois plus tard, un article d'un journaliste hispanophone des États-Unis mentionnait son arrestation dans le cadre d'un réseau de prostitution et de pornographie infantile impliquant des mineurs de 8 à 14 ans à Cancun. Plusieurs hôtels de la zone touristique étaient concernés, et une grande opération de communication a dû être menée par les patrons d'hôtels pour changer les idées de l'opinion publique locale à ce sujet. Un certain Alejandro Góngora Vera, ex-patron du Fonds de planification du tourisme du Mexique, le FONATUR, ex-délégué de la sécurité sociale et aux migrations, était cité publiquement par l'une des victimes comme un membre important de ce réseau. Mais selon Lydia Cacho, ce sont en fait 5 victimes du réseau de Succar qui l'ont identifié et cité dans leur témoignage auprès de la justice. Quand son nom a été cité dans les médias, Góngora Vera a vendu ses biens très rapidement et a disparu de la circulation le temps de se faire oublier. Des membres de l'équipe du procureur général des mineurs étaient également impliqués dans le réseau, selon le quotidien mexicain La Jordana. Dans son livre, Cacho cite plusieurs politiciens locaux, comme l'ex-maire de la ville, Magali Achache, qui seraient entrés dans le réseau au fil du temps et ont protégé Succar comme ils le pouvaient. Dès qu'elle a commencé à creuser sur les déclarations des victimes, avant même d'avoir publié le livre, Lydia Cacho a subi des menaces de la part du réseau et notamment de Succar Kuri. Dans un article de 2005 du quotidien espagnol El Mundo, il est précisé que certains anciens agents de la police municipale ont rendu visite à Lydia Cacho pour la prévenir qu'elle et l'avocat du centre, Veronica Acacio, étaient sur une liste de personnes que Succar avait demandé d'assassiner. Lydia Cacho montre dans son livre que ce réseau était tentaculaire et selon une estimation, pas moins de 18 000 enfants dans le monde ont été victimes du réseau de Succar. Le dit Succar avait des amis très bien placés, parmi lesquels José López Portillo, qui avait été président du Mexique de 1976 à 1982, un architecte en vue, appelé Román Rivera Torres, ou encore un autre ponte du PRI de Cancún, le sénateur Emilio Gamboa Patrón, qui a occupé son siège jusqu'en 2018. L'une des victimes cite aussi Miguel Ángel Yunes Linares, un grand ami de Succar, ex-sous-directeur de la société qui exploitait l'aéroport de Cancún à la fin des années 80, puis politicien et gouverneur de l'État de Veracruz de 2016 à 2018. Ces jours-ci, Yunes est accusé d'avoir détourné de l'argent du fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles et a aussi sur le dos une affaire de marché public illégal pour la fourniture de caméras de surveillance dont 72% ne fonctionnent pas. Et surtout, selon Lydia Cacho, une enquête menée par l'Office antidrogue US, la DEA, et par la justice mexicaine a permis de lancer une surveillance de Yunes qui a montré ses liens avec les narcotrafiquants. Nassif avait beaucoup de relations lui aussi, et plutôt très bien placées. Parmi ses amis, Kamel Nassif pouvait compter l'ex-président du Mexique, Vicente Fox. Il faut dire que selon Lydia Cacho, il finançait allègrement les campagnes électorales de nombre de ses amis. Né en 1946, de nationalité américaine, le type avait déjà été arrêté en 1993 à Las Vegas avec demande d'extradition au Mexique pour évasion fiscale, mais il a été libéré au Nevada contre rémunération. Il faut dire qu'il avait fait construire des hôtels de luxe là-bas, grâce notamment au travail non déclaré de migrants mexicains. Au Mexique, il possède plusieurs usines dans 4 États différents où les travailleurs sont sous-payés. Il a également été cité en 2003 dans une note d'information d'une ONG comme participant à du blanchiment d'argent. Quelle suite à tout cela? Depuis toutes ces années, la justice ne s'est pas beaucoup remuée pour mettre les types impliqués dans le réseau derrière les verrous. Jean Succar a bien pris 112 ans de prison en 2011, mais il a été le seul. Et finalement, sa peine a été jugée
trop longue et raccourcie à 20 ans. Le temps faisant, la plupart des autres protagonistes ont fini par se retirer de la vie politique, mais Lydia Cacho veille. En 2016 encore, elle a à nouveau dénoncé un candidat au poste de procureur général du Quintana Roo, Miguel Ángel Pechtsen, comme étant un protecteur de pédophiles, ce qui a jeté un froid dans la campagne. Il faut dire que le dit Pech avait carrément prévenu et laissé s'échapper Jean Succar alors qu'il dirigeait l'enquête sur le réseau. Le procureur Miguel Ángel Pechtsen, qui avait mis tellement de volonté à ne rien faire contre son ami Succar, a dû démissionner de son job de procureur général fin 2018 alors qu'il avait été élu à l'unanimité le 21 décembre 2016. S'il est tombé, ce n'est pas spécifiquement suite à l'affaire Cacho, mais pour une corruption généralisée du parquet dénoncée par le rapport du secrétaire à la sécurité publique de l'État. Pechtsen a eu à diriger une institution corrompue, infiltrée, qui a eu un retard monumental dans le traitement des procédures à investigation, lisait-on dans le journal El Universal du 27 septembre 2018. Mais en 2017, la Cour suprême avait considéré qu'il n'était pas responsable de l'enlèvement de Lydia Cacho, qu'il avait pourtant validé. Aujourd'hui, Kamel Nassif est en prison aux États-Unis, mais bien sûr, ce n'est pas pour son implication dans le réseau pédophile. S'il a été arrêté en 2018 seulement, et il est en attente d'extradition, c'est pour les actes commis contre Lydia Cacho. Un fonctionnaire du bureau du procureur a aussi été arrêté pour la détention illégale de Cacho. Le désormais ex-gouverneur Mario Marin a déclaré récemment que, pour lui, l'affaire Cacho avait déjà été jugée et qu'il n'y avait rien à redire. Un juge vient tout juste d'ordonner son arrestation, annoncée le 16 avril très exactement. Mais, pas de chance, il était en vacances et n'a pas pu se rendre à la police avant 2 jours. L'ordre d'arrêt concerne également Kamel Nassif Borge, ainsi que l'ex-directeur de la police judiciaire dans l'État de Mexico, Hugo Adolfo Caram Beltran, et l'ex-commandant de la même police, un dénommé Juan Sanchez Moreno. La petite bande, qui a perdu une procédure en appel, doit donc répondre d'avoir torturé Lydia Cacho. Là encore, ce n'est donc pas le réseau qui préoccupe la justice. Quant à Lydia Cacho, elle a semble-t-il dû récemment fuir le pays suite à de nouvelles menaces. Elle demande à l'État mexicain d'examiner aujourd'hui de nombreux cas flagrants d'impunité de la classe politique, notamment celui du massacre de dizaines d'étudiants en 2015. Elle contribue aussi au mouvement MeToo au Mexique, qui est très critiqué car il décape plusieurs icônes. Un film devrait être tourné avec de gros moyens à partir du livre de Lydia Cacho. Ce qui a tendance à agacer la victime, qui en était la protagoniste principale, lassée d'être sous les feux de la rampe depuis 15 ans. Elle a entamé depuis quelques années une procédure contre Lydia Cacho pour dommage moral. Un réseau similaire à Acapulco. En février, un média alternatif espagnol, La Tribuna de España, relatait l'histoire d'un entrepreneur mexicain dans l'événementiel balnéaire Federico Wake Palazuelos, accusé d'avoir organisé un réseau de prostitution dont les victimes incluent des mineurs. Celui-ci dénonce des accusations mensongères destinées à lui extorquer de l'argent. C'est sur les réseaux sociaux que l'affaire aurait commencé à faire parler. 2 employés d'une boîte de nuit, la Candela Dos, ont déclaré y avoir vu des jeunes participer à un concours de sexe oral. Puis des gens ont parlé sur les réseaux sociaux de pédophiles qui attrapent des mineurs et les amènent dans la prostitution. À Acapulco, il semble que le tourisme sexuel et la prostitution de mineurs se portent très bien ces derniers temps, ce qui commence à alerter l'opinion publique. Le réseau en question, qui serait basé à Acapulco, un haut lieu touristique, comprendrait lui aussi des VIP de niveau national. L'ex-président du Mexique, jusqu'en 2018, l'ultralibéral Peña Nieto, est cité. Mais il y aurait d'autres politiciens et des entrepreneurs, notamment des Espagnols, qui faisaient le déplacement rien que pour les prestations fournies par Palazuelos. Une cinquantaine de mineurs, âgés parfois d'une douzaine d'années, auraient été victimes de cet individu qui organisait des orgies dans ces villas. Sur les réseaux sociaux, des parents sont en train de réclamer que Federico Wake Palazuelos lâche leurs enfants sur lesquels il a mis la main, selon les messages. Ils auraient tenté d'alerter des politiciens et la police, mais il ne se passe rien. Selon la Tribuna de España, Palazuelos menace les journalistes qui tenteraient d'évoquer l'affaire en leur envoyant des flics corrompus pour les amener à réfléchir. Un procureur, un certain Mérite Camacho Garcia, lui donnerait des coups de main, notamment en demandant une protection de son domicile. Depuis 2 ans,
Palazuelos a lancé des procédures en diffamation contre les gens qui l'accusent de proxénétisme de mineurs et de majeurs sur les réseaux sociaux, et il a embauché un hacker pour contrer ces accusations. Il serait aussi aidé par un cartel puissant de la région, le cartel del Golfo, qui s'occuperait de la sale besogne. Plusieurs affaires sont en train d'émerger à Acapulco, notamment un réseau pédophile repéré récemment sur Facebook.